Un des objectifs avec le lancement du télescope spatial James Webb a toujours été de sonder les premiers âges de l'univers et d'ainsi tenter de mieux comprendre la formation des galaxies et le comportement de la mystérieuse matière noire. Mais alors que le télescope à plus de 10 milliards de dollars enchaîne désormais les observations, il apparaît que l'histoire des premiers âges de l'univers est de plus en plus confuse. Pire encore, des galaxies que nous pensions jusqu'alors impossibles se révèlent de plus en plus aux yeux des astronomes travaillant sur ces données, fruit d'un télescope dont les promesses sont en passe d'être plus que tenues. En effet, alors que nous n'en sommes qu'au début de l'histoire, les contours de ce qui pourrait se qualifier de révolution cosmologique se dessinent tout doucement. Pour aujourd'hui, je vous propose donc de revenir sur les observations du télescope en se concentrant sur leur impact sur ce que l'on pensait savoir des premiers âges de l'univers. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Enfin, si vous désirez soutenir la chaîne, sachez que si vous envisagez quelques achats via AstroShop, vous pouvez aller faire un tour par le lien en description pour soutenir la chaîne gratuitement. Sur ce, je pense avoir déjà assez parlé, alors bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Pour commencer cet épisode, je vous propose de vous raconter une petite histoire qui s'est vraisemblablement passée pendant les premiers 380 000 ans de l'univers, avant l'émission de son premier rayonnement, le fond diffus cosmologique. Durant ces premières années, l'univers est en effet une soupe de protons et de neutrons, les composants des atomes. Atomes qui ne peuvent encore tout simplement pas se former. L'univers est tellement dense et chaud qu'il faudra attendre encore quelques 380 000 ans après le Big Bang pour qu'il soit suffisamment refroidi et moins dense, le fruit de son expansion, pour permettre aux premiers atomes, alors surtout de l'hydrogène et de l'hélium, les composants principaux des étoiles et de l'univers, de se former. Cette époque que l'on nomme la recombinaison permettra aussi au premier rayonnement de l'univers de se produire. Le fond diffus cosmologique, âgé de 380 000 ans après le Big Bang, soit 13,8 milliards d'années, est émis et l'univers entre ensuite dans une autre période. L'hydrogène et l'hélium qui le constituent sont alors électriquement neutres et totalement opaques. L'univers est dans une sorte d'âge sombre, où pas un rayon de lumière n'est émis et ne peut voyager sur de longues distances. Et puis, alors que l'univers est âgé de quelques centaines de millions d'années, 300 à 500 selon les estimations les plus courantes, on entre dans une autre époque, la rayonisation. Alors que les premiers nuages d'hélium et d'hydrogène s'effondrent sur eux-mêmes, ils donnent naissance aux premières étoiles. Le rayonnement va alors progressivement ioniser le gaz, donc le recharger électriquement, et, couplé à son expansion, les premières lueurs captables en dehors du fond diffus cosmologique sont émises par les premières étoiles. C'est donc pour cette raison que le télescope spatial James Webb, comme n'importe quel autre télescope, même des milliers de fois plus puissant, ne peut remonter plus loin dans le temps et voir plus loin dans le passé. Bon, vous le savez, mais plus un objet est éloigné, plus on le voit tel qu'il était il y a longtemps, mais avant la rayonisation, c'est tout simplement impossible. Néanmoins, les âges les plus anciens de l'univers ne sont pas non plus totalement invisibles à nos yeux. Les trous noirs supermassifs, dont les masses peuvent aller de quelques 100 000 à plusieurs milliards de masses solaires, ont probablement commencé à se former très tôt, peut-être même avant l'émission du fond diffus cosmologique, aidés par la matière noire à structurer l'univers tel qu'on le connaît. Et cette connaissance est assez récente. Ce qui m'amène enfin au premier point de cette vidéo. J'en avais déjà parlé à quelques reprises sur la chaîne, mais très vite, les observations de James Webb ont permis de confirmer ce que des données Hubble, par exemple, laissaient déjà entrevoir. Alors qu'elles ne devaient être que difformes et à peine existantes vers la fin de la rayonisation, les premières galaxies s'avèrent déjà bien structurées et forment des étoiles à une cadence qualifiable d'anormalement élevée. Bon, bien évidemment, ce ne sont pas encore des galaxies telles qu'on les connaît aujourd'hui, mais plutôt très souvent des sortes d'embryons plus difformes et encore un peu moins bien structurés. Mais en parallèle, elles sont aussi déjà bien plus finies et bien plus cohérentes que ce qui était alors estimé pour cette période de l'univers. Et ça n'a l'air de rien, mais jusqu'à récemment, c'était un petit mystère. En effet, une première étude vient tout juste de lever une partie du voile sur le mystère. Les trous noirs supermassifs que l'on trouve au centre de chaque galaxie se sont formés énormément plus vite que prévu.
Ça confirme qu'ils ont vraisemblablement commencé à exister dès les tout premiers âges de l'univers et qu'ils ont joué un rôle bien plus important qu'on ne l'avait alors pensé. Jusqu'ici, on pense en effet que les trous noirs supermassifs étaient le fruit d'étoiles massives effondrées sur elles-mêmes en fin de vie. Ils auraient ensuite dévoré la matière environnante dans des environnements encore très denses, jusqu'à atteindre des dimensions colossales et aider à structurer les galaxies. Même s'ils sont donc des trous noirs atypiques, ils auraient une origine commune avec les trous noirs actuels. Et ça colle assez bien avec la durée de vie extrêmement courte des colossales étoiles de population 3, à savoir les plus anciennes étoiles. Sauf qu'encore une fois, tout n'est pas si simple non plus. De nos jours, il est difficile d'affirmer que les premiers trous noirs supermassifs trouvent leurs origines dans les premiers âges de l'univers, et il est aussi tout à fait possible que, dans les faits, la formation des premières galaxies ait tout simplement commencé bien plus tôt qu'on ne l'imagine, donnant alors naissance aux trous noirs supermassifs de la même façon qu'envisagé auparavant, à savoir avec de simples supernovas. Toujours est-il que le télescope spatial James Webb est venu bouleverser notre compréhension de cet âge, et qu'il est fort probable que l'impact des trous noirs primordiaux sur la formation des galaxies soit à revoir. Mais à côté de ça, le télescope a aussi mis en avant un autre problème avec ces jeunes galaxies. Alors qu'elles sont bien plus petites et devraient être bien moins lumineuses, elles ressemblent en effet à des galaxies qui ne sont en théorie possibles que quelques 2 milliards d'années après le Big Bang, et pas aux 500 millions d'années qui les séparent du Big Bang tout au plus. Une hypothèse mise en avant pour expliquer ce problème est que ces galaxies ne sont pas plus massives, mais forment en revanche énormément d'étoiles et très vite, boostant ainsi leur luminosité. En se basant sur de récentes simulations, cela semble concorder avec les observations et permettrait d'éviter, sans chercher à exagérer, une petite crise dans notre cosmologie. Mais il y a encore un problème. Si nos modèles actuels tiennent encore la route, miraculeusement parfois, de nombreuses anomalies existent aussi. Des galaxies encore plus anciennes, toujours aussi bien structurées et qui, si elles se confirment, nous poussent à revoir notre compréhension de leur formation et de cette période de l'univers. Le problème actuellement, c'est que nous n'en connaissons encore que quelques-unes, que le meilleur de Webb reste à venir, et qu'un bien plus vaste catalogue de protogalaxies sera essentiel pour espérer pousser les choses bien plus loin. Dans tous les cas, soit Webb nous fera réécrire les premiers âges de l'univers, soit il permettra d'affirmer et de tester nos modèles, qui s'avèrent alors particulièrement justes. Pour l'instant, nous sommes encore dans un délicat entre-deux, même si, encore une fois, beaucoup d'éléments ont déjà été affinés. Mais le plus compliqué reste encore aussi probablement à venir. À force de trouver des galaxies de plus en plus anciennes et bien formées, on s'approche de plus en plus de ce que la matière noire, une matière invisible, indétectable et dont l'existence n'a pas encore été prouvée et qui explique les quantités colossales de masse manquante de l'univers, est censée permettre en termes de formation galactique précoce dans l'univers. Mais la matière noire est un tout autre sujet, lui aussi en pleine évolution, dont je parlerai d'ici quelques jours je crois. Si ces découvertes se confirment, en revanche, elles risquent bien de chambouler énormément de sujets. La matière noire, l'aspect des premières étoiles de l'univers, l'apparition des trous noirs supermassifs et de certains quasars, un type de galaxie hébergeant des trous noirs titanesques, et encore bien d'autres sont autant de sujets qui risquent de fortement évoluer grâce à James Webb. Et il faut le préciser, mais c'est une excellente chose. Confirmer ou infirmer nos modèles théoriques est une partie du travail du télescope, et les deux sont tout aussi bons à prendre pour affiner nos connaissances du monde qui nous entoure. Mais encore une fois, et même si tout devient de plus en plus concret, il faut aussi relativiser tout ça. L'étude de ces observations prend du temps, demandera encore probablement énormément d'autres observations, et même s'il éclaire d'un jour nouveau notre vision de la jeunesse de l'univers, s'emballer et surévaluer la situation est aussi contre-productif. Encore une fois donc, le mieux sera probablement de s'armer de patience et voir le bilan des prochaines études et des prochaines observations du télescope qui risque de nous gâter encore plus de 10 ans au minimum, et probablement encore 10 autres, avec bien sûr encore autant de rebondissements et de découvertes passionnantes à venir. Mais tout ça, bien évidemment, j'en reparlerai encore le moment venu. En attendant, c'est ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié cet épisode, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace.